Bonjour Pascal. Bonjour Marlène. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pascal, tu es en fait l'auteur de plusieurs romans, tant pour la jeunesse que pour adultes. Tu as aussi écrit plusieurs essais et on peut retrouver certains livres avec de l'art que tu as fait aussi sur le marché. Le 13, non, dans le cadre du Salon du livre de Montréal en novembre dernier, tu as aussi reçu en fait le prix Hervé Foulon pour ton tout premier roman que tu as publié aux éditions L'Instant même, qui s'intitule Le Cercle Parfait. Aujourd'hui, en fait, le 13 mars prochain, paraîtra le 3e tome de ta série, ta grande série Les Royaumes de Pierre d'Angle dans la collection Folio chez Gallimard. Cette série a d'abord été publiée chez Bayard Canada en 2014. Elle a ensuite été reprise par les éditions du Rouergue dans la collection Épique en 2019, dont les 4 tomes sont ici. Et maintenant, en folio, on passe en folio fantasy. Le 3e tome arrive en mars. Les 2 autres sont parus à l'automne. Pierre d'Angle a donc connu 3 grandes vies. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique et du chemin parcouru par ces publications? Oui, c'est assez étonnant comment Pierre d'Angle, qui est un récit de voyage au départ, a aussi voyagé, comment c'est une saga qui a eu sa propre saga éditoriale. Au départ, Pierre d'Angle, c'est une idée qui m'a vraiment saisie au moment où j'écrivais quelque chose de complètement différent. Et il a fallu que je réponde parce que c'était trop intense, la requête. Il a fallu que je plonge dans cette histoire-là. Et à un moment donné, j'avais pas terminé l'histoire, puis je la voyais grandir, mais je l'ai quand même proposée à des éditeurs ici au Québec. Et puis Bayard Canada Livre l'a adopté avec enthousiasme. Et ça m'a donné une poussée, ça m'a donné un élan. C'est très rare qu'on écrit un livre en sachant que la suite est attendue. En tout cas, c'est un privilège pour un auteur. C'est un peu à double tranchant parce qu'il faut écrire vite. Et moi, j'écris vite, mais je révise beaucoup. Alors, j'aime pas lire, j'aime vraiment travailler les textes beaucoup. Et là, c'était un processus assez rapide. Donc, l'histoire se développait. Et elle est devenue énorme. Et je pense que c'est devenu un petit peu difficile à prévoir, à gérer, ou en tout cas, on a décidé d'interrompre cette publication-là. Et là, j'ai récupéré le texte et j'ai retravaillé. Et je travaille beaucoup en improvisation, puis donc il y avait beaucoup d'avenues que j'avais empruntées. Il y avait une histoire de diamant rose, il y avait une histoire il y avait toutes sortes d'avenues qui, en fin de compte, menaient nulle part. Beaucoup de portes ouvertes. Oui, beaucoup de portes ouvertes. On s'en rend compte en regardant en arrière, en fait. Si on veut suivre un processus libre d'écriture, il faut ouvrir toutes les portes qui se présentent, quitte à les refermer ensuite. Non, c'est un travail de remodelage. Et là, étant donné que la publication était interrompue, j'avais ce privilège-là de reprendre le texte dès le départ. Et j'ai tout repris, j'ai fusionné des personnages parce qu'il y en avait trop, ou parce que justement, il y avait des personnages qui portaient pas suffisamment d'histoire, mais si je les mêlais à un autre personnage, là, il y avait plus de chair autour de l'os, dans le fond. Ouais. Donc, j'ai tout retravaillé ça. Et quand j'étais aux 2/3 à peu près quand le royaume de Pierre d'Angle a été adopté cette fois-ci par le Rouergue. Et encore une fois, avec beaucoup d'enthousiasme, et ça, c'est toujours très beau pour un auteur parce que, oui, on sent que l'histoire est accueillie de la même façon dont on l'a accueillie nous-mêmes. Oui. Et là, j'ai terminé l'écriture jusqu'au 4e tome. Et ensuite, ben là, maintenant, c'est tout récent que les volumes sont parus en poche. C'est un peu... c'est le destin de certains livres de passer du gros volume aux poches. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Pierre d'Angle, c'est que c'est une histoire que le Rouergue destinait aux grands adolescents et qui en fait a attiré aussi de très jeunes, adolescents. Ça m'a beaucoup surpris. Je trouve ça génial. Je pense que peut-être on peut entrer dans l'histoire à différents niveaux. Puis c'est un trajet différent à chaque âge de la vie, j'imagine. À partir de 13 ans, ça peut très bien se lire jusqu'à grands adultes comme moi. Hein, ben c'est ça, c'est parce que le public adulte a bien répondu à l'appel de Pierre d'Angle que
Gallimard l'a pris pour le publier en folio et destiné aux adultes. Donc c'est une belle histoire pour moi. Je trouve ça C'est génial un que, beau oui, livre, en fait, tout public. Écoute, c'est en fait l'histoire d'un royaume qui est parfait en apparence, d'une forêt mystérieuse. Je ne sais pas encore ce qui se passe avec elle, d'un prince qui ne souhaite au fond pas vraiment l'être, et d'une esclave qui va devenir reine un peu malgré elle. C'est aussi l'histoire d'un terrible secret. Jusqu'à date, je ne connais toujours pas la teneur de ce secret. Sans trop nous en dévoiler, peux-tu nous raconter un peu l'histoire, en fait, de la grande série, puis les thèmes qui y sont abordés? Oui. Mais c'est toujours difficile de faire ça sans rien dévoiler, mais donc dans les grandes lignes, l'histoire du royaume de Pierre-Dent commence sur le navire du prince Thibaut qui revient d'une longue expédition dans les tropiques et qui revient vers son royaume. Et il y a une passagère clandestine qui s'embarque vraiment en désespoir de cause sur le bateau et qui va devenir, c'est ça, un personnage très, très, très important dans la série. Et l'équipage donc revient à Pierre-d'Ancre et ne trouve pas le royaume dans le même état où il l'a laissé. Et là, il y a deux défis. Il y a deux défis qui font la trame de Pierre-d'Ancre jusqu'à la fin, en fait. Un défi d'ordre politique et un défi d'ordre plus, je dirais, presque psychologique si on prend la forêt comme la métaphore d'un trauma non résolu. Donc, c'est un trauma personnel non résolu au moment de la fondation de Pierre-d'Ancre qui est devenu maintenant un vrai gros problème collectif qu'il faut regarder en face parce que ça commence à presser. Donc, de génération en génération, la pression augmente. Et ça, c'est l'aspect forêt, le territoire interdit de Pierre-d'Ancre qui fourmille de secrets. Mais ma promesse, c'est que toutes les questions trouvent une réponse. Oui. Des fois, c'est vers la fin du quatrième, mais toutes les questions trouvent des réponses. Et donc, l'aspect politique, je me suis aperçue aussi avec mes écrits subséquents à quel point c'est important pour moi d'ancrer l'histoire des personnages dans la société dans laquelle ils existent, que pour moi, c'est inséparable ce qu'on est du monde dans lequel on évolue. Et parce qu'on se rapporte à des thématiques comme la justice, comme la pauvreté, comme la différence, la discrimination, comme il y a toute la question aussi dans Pierre-d'Ancre de la place des femmes dans cette société-là. Absolument. Il y a la grosse question de la légitimité d'une monarchie. Donc, les personnages, ils sont appelés à se dépasser en vue d'un appel collectif. Donc, il y en a qui vont évidemment continuer d'assurer leur sécurité individuelle pour le meilleur et pour le pire, ça ne va pas toujours fonctionner. Mais il y en a qui vont vraiment se dépasser, trouver leur force et leur courage pour répondre au bien de tous, aux défis qui concernent l'ensemble de la société. Donc, ça fait peut-être un peu aride de le présenter comme ça, mais c'est incarné dans les personnages et voilà. Mais justement, les personnages, je pense que c'est ce qui porte ton roman. Ils sont puissants, ils sont beaux, ils sont complexes. J'aimerais ça que tu nous parles un peu quand même des personnages. On a Thibaut, on a Emma, Lysandre, Jacquard, sans nous parler de chacun d'eux, mais c'est les caractères forts qui peuplent ton récit. Et moi, je les aime avec mon cœur, hein, tous. Et il y a des personnages qui... il n'y a pas de vrais méchants, en fin de compte, non plus. Dans Pierre-d'Ancre, il y a des gens qui souffrent et qui répondent à leur souffrance de façon négative, ce qui, je crois, est la réalité dans notre monde. Donc, les personnages, pour moi, ils sont vraiment le cœur du récit, ils sont les porteurs du récit, et je sais pas toujours où ils vont aller. Des fois, je les rencontre vraiment. Alors moi, les personnages, ils m'apparaissent, ils ont une voix, je vois comment ils sont habillés, ils entrent vraiment dans la pièce. Et puis des fois, même, j'ai besoin d'un personnage, il y a une action qui doit se produire, et puis il n'y a personne dans la galerie de personnages qui veut prendre ce rôle-là. Et là, j'appelle un personnage, il entre dans la pièce. Et ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut se produire pendant que je fais marcher mon chien, ou quelque chose comme ça, mais il y a toujours une réponse. Et ils arrivent tout formés. Et je pourrais leur poser n'importe quelle question sur leur biographie, ils me répondraient instantanément. C'est un phénomène très étrange. Je pense que beaucoup d'écrivains
vivent ça, comme si les personnages existaient déjà et ont vraiment envie d'être écrits, ont vraiment envie d'être écrits. Ils deviennent littéralement des entités vivantes. Ils deviennent des entités vivantes, oui. Puis la façon dont ils se rapportent les uns aux autres et évoluent les uns à cause des autres ou par rapport aux autres, c'est vraiment fascinant pour moi de voir ça. Donc, quand j'écris les personnages, j'entends leur voix aussi, puis je mets beaucoup de détails. Je mets beaucoup de détails sur leurs vêtements, sur leurs mouvements, sur la façon dont ils se promènent dans une pièce aussi. Et ensuite, j'en enlève parce que je veux que le lecteur ait la possibilité d'imaginer les personnages. Mais l'autre aspect de la galerie de personnages que j'aimerais souligner, c'est que c'est très intergénérationnel. Oui, Pierre Lang, il y a vraiment des personnages de tous les âges. Il y a un bébé très important, il y a un vieillard très important, il y a des... et puis, ils sont tous en rapport les uns avec les autres. Ils s'aident tous les uns les autres à évoluer. Il y a quelque chose de la transmission, en fait, dans cette intergénérationnalité. Bravo. Je l'ai eu. Oui, absolument. Et puis, ben, je dirais que aussi les personnages sont tous très différents de moi et très semblables de la même manière, dans la mesure où ils sont tous imparfaits. Et je pense que en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on les aime. On peut vraiment, on entre des fois dans leur tête, on voit leurs dilemmes. Des fois, c'est des dilemmes qui semblent vraiment superflus, comme nos dilemmes à nous. Qui est comme nos peurs à nous, comme il y a de tout, des grandes peurs, des petites peurs. Il y a vraiment de tout. On peut se retrouver dans chacun une part de nous dans chacun des personnages. J'imagine que ça n'a pas été facile de les quitter. Ça a été difficile de quitter les personnages. Ça a été très difficile de quitter les personnages. Et il y en a pour lesquels je sentais vraiment que la boucle était bouclée. Et il y en a pour lesquels je sentais qu'il y avait encore du jus. Et donc, dans la dernière saison de Célim, on retrouve il est ici. Oui, c'est là. On retrouve deux personnages de Pierre Dancre qui sont complètement dans un décor complètement différent à l'autre bout du monde, vraiment. Mais il y a peut-être d'autres personnages qui veulent vivre encore de Pierre Dancre qui vont revenir. Donc, c'est ça un peu, en fait, dans la dernière saison de Céline qui se passe dans un autre temps, dans un autre lieu que les royaumes de Père Dancre, mais tu donnes voix à deux personnages, donc Esmé et Mercenaire, qui sont dans le royaume de Pierre Dancre. Donc, on retrouve avec plaisir de ces personnages-là. Qu'est-ce qui se passe un peu dans la dernière saison de Céline, qui est pour nous parue là, au mois de septembre dernier? Là, donc, c'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout récent. Ouais. Dans la dernière saison de Céline, Célim est un empire, on peut dire moyen-oriental, même si je le situe pas, tout se passe dans un monde fictif, de toute façon, mais avec des climats semblables aux nôtres. Et c'est un pays c'est un empire qui est complètement ravagé par la désertification. Et dans cet empire-là, il y a eu une prophétie 2 siècles plus tôt, avec 4 tambours qui devaient résonner avant la prophétie, mais c'est tout écrit en métaphore et donc on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Mais là, on commence à s'apercevoir que c'est tout en train de se réaliser et on fait appel à Mercenaire, dont c'est le royaume d'origine, pour venir résoudre cette énigme-là assez rapidement pour qu'on échappe à l'apocalypse. C'est en fait un livre sur les changements climatiques. Wow. Mais moi, j'avais envie comme on entend beaucoup parler des changements climatiques, on est au courant, c'est un problème tellement gros que c'est très tentant de ne pas le regarder en face. Et j'avais envie de proposer une métaphore, quelque chose qui se passe dans un temps vraiment lointain, complètement différent du nôtre, dans un décor complètement différent, mais avec un peu les mêmes attitudes. Comment réagissent les pouvoirs en place, comment réagissent les gens qui habitent là. Qui va vraiment sauver la planète? Est-ce qu'on aura une réponse? Ben, je sais pas, la réponse de Célim s'appliquera peut-être pas à notre monde, à notre monde d'aujourd'hui. À notre monde à nous. Mais oui, on a la réponse à ça aussi. Puis, pour terminer, en fait, cette entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ta démarche d'auteur, parce qu'en fait, tu écris pour la jeunesse et tu écris pour adultes. Avec Royaume de Pierre Dancre, on est dans des romans un peu hybrides, à la frontière. Donc, en tant qu'auteur,
Comment tu procèdes? Ben, je procède de façon très spontanée. Moi, je réponds à l'appel d'une histoire qui semble préexister mon processus. On dirait que l'histoire, c'est comme un peu comme je disais pour les personnages, l'histoire veut être écrite, je cherche quelqu'un disponible et puis je me rends disponible. C'est mon accord avec l'inspiration, avec ce processus-là. C'est moi, je suis disponible et, euh, et donc les histoires se présentent. Et l'histoire de Pierre Dac, comme je disais, elle s'est vraiment imposée à un moment où j'écrivais quelque chose de très, très sérieux pour les adultes, que j'ai terminé. En fait, ça s'appelle Si tu m'entends. C'est un récit sur quelqu'un qui est dans un coma. Et j'aimais ce territoire-là aussi. Mais ce que j'ai vécu avec Pierre Dac, qui était ma première incursion dans une écriture fantaisiste, en fait, c'est l'ouverture d'un espace de liberté tout à coup. La plausibilité des événements, elle reste très importante. Il faut répondre, il y a des règles dans ce royaume-là, puis il faut que les choses se conforment à ces règles-là. Mais il y a comme une espèce de suspension du jugement qui permet d'aller plus loin dans les métaphores, qui permet d'aller plus loin dans le fantastique. Et ça, je me suis amusée, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en même temps, à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que je travaillais dans cet espace-là, je me disais qu'il y avait des aspects de la littérature générale qui me manquaient, comme d'aborder des thèmes plus crus ou de les aborder plus crûment. Tu sais, je me mettais des petites barrières parce que c'est un public plus jeune. Et donc, j'ai écrit un livre pour adultes qui n'est pas publié en ce moment, mais que j'ai écrit récemment en même temps que Célim. Là, je faisais un petit peu les deux en même temps. Et il est vraiment très, très cru, très, très cru. Et je pense que c'est le résultat de mon expédition à Pierre d'Armes. Donc, les choses se polarisent un petit peu comme ça. Donc, une autrice très variée qui a besoin de toutes sortes d'émotions à travers ton écriture. Oui, puis comme je procède d'instinct, ben mes produits, je peux pas croire j'ai dit le mot produit, c'est pas des produits, c'est des voyages. Mais le résultat est souvent très hybride parce que tout m'intéresse dans le monde, dans les autres, donc j'aime jouer sur plusieurs terrains en même temps. Puis ben c'est ça, c'est tout ce que je fais est hybride en fin de compte. Et la façon dont je fonctionne, comme je le disais précédemment par rapport à l'improvisation, c'est que je laisse l'histoire se dérouler, prendre un peu la forme qu'elle veut, mais c'est une forme informe, là, c'est comme une grosse pile d'événements. Et à un moment donné, je sens le besoin de faire de la recherche. Alors pour Pierre Dac, par exemple, il y a des aspects fantastiques, mais je voulais qu'ils soient qui coexistent avec des aspects extrêmement réalistes. Je voulais que tout ce qui est réaliste soit recherché. Donc, j'ai situé Pierre Dac plus ou moins au début de la Renaissance dans notre monde. Et il y a beaucoup d'aspects médicaux, par exemple. J'ai fait plein de recherches pour que ça soit vraiment fidèle à ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire de la médecine. C'est juste un exemple, mais j'ai fait cette recherche-là. Les bateaux, par exemple, la vie sur les bateaux. Pour Célim, je suis allée dans le désert. C'est très important pour moi que le réel soit très, très réaliste pour que le surnaturel ait plus de force. Je trouve que le contraste fonctionne, à mon avis. En tout cas, dans ma tête, le contraste fonctionne. Mais donc, il arrive un moment où je dois faire des recherches, et puis là, souvent, les recherches infirment ce que j'ai déjà écrit. Donc, il faut que je recommence, ou me donne des nouvelles idées, des nouvelles portes, ou des fois, répondre à des questions, mais de façon très étonnante, ou répondre à des choses que j'ai déjà mises en place de façon presque des coïncidences assez étranges. Et là, je réécris tout en fonction de ce nouveau contenu-là. Et puis ensuite, ben, je donne une forme, une cohérence. J'essaie de donner une cohérence, une structure au récit. Puis à ce moment-là, aussi, il faut que je l'accélère. Il faut que je coupe, j'enlève pour que ça se passe plus vite. J'enlève des détails, j'enlève des descriptions, j'enlève... Tu sais, c'est un fait que moi, en tant qu'autrice, j'en sais beaucoup plus que le lecteur sur les personnages. Mais en fait, c'est comme je le disais plutôt, ça donne au lecteur la possibilité d'imaginer ce qui manque. Et ça, c'est un espace de jeu super important, je trouve, dans la lecture. Donc, le livre, une fois lancé dans le monde, il appartient au lecteur. C'est au lecteur de le compléter.
Voilà. Bon, ben, parfait. Ben, écoute, on va inviter nos lecteurs à venir compléter Le Royaume de Pierre d'Angle. Donc, 4 tomes chez le Rouergue avec un petit dernier, la dernière saison de Célim, et les 3 premiers dans la collection Folio Fantasy chez Gallimard. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir Merci partagé ce Marlène, moment merci avec beaucoup. nous. Merci à vous.